Bonsoir, nous continuons aujourd'hui nos entretiens autour de la poésie à l'occasion de l'apparition de l'anthologie de la poésie russe du début du XXIe siècle qui vient de paraître aux éditions parisiennes Inca Press. Il s'agit du volume bilingue, les textes des 46 poètes russes contemporains sont traduits à cette occasion par Jean-Louis Bacchès, Hélène Angry, Véronique Losky, Christine Zetounian, Jean-Baptiste Parra. Cette anthologie poursuit la série fondée par Nikita Struve. Nous avons déjà édité à Inca Press précédemment 2 volumes de ce genre, l'anthologie de la poésie russe du XIXe siècle et l'anthologie de la poésie russe du XXe siècle. Ce nouveau volume est constitué de poèmes qui sont écrits à partir de 2000. Cette date est en même temps relative et symbolique. Nous avons eu déjà plusieurs occasions pour en parler. Récemment, Michel Fink a présenté l'anthologie dans ses grandes lignes. Michel Fink, qui a écrit la postface pour ce volume. Ou encore, récemment, nous avons enregistré un entretien entre Ekaterina Bilavina, poète russe de Moscou, et son traducteur Jean-Louis Bacchès. Piotr Kazarnovsky, un des poètes de l'anthologie, un des rédacteurs aussi de ce volume, récemment a organisé une série de rencontres avec les poètes de Saint-Pétersbourg, Alexandre Skidan, Boris Vantalov, Sergei Biryukov. Aujourd'hui, nous avons une rencontre avec Jean-Baptiste Parra, que tout le monde connaît comme rédacteur en chef de la revue Europe. Jean-Baptiste Parra est aussi poète et ses vers ont traduit en plusieurs langues, notamment en chinois, en japonais, en espagnol, en italien et en persan. Jean-Baptiste Parra est aussi critique littéraire, il est auteur des essais sur la poésie et il est aussi traducteur. Traducteur et il a traduit des poètes italiens, indiens et russes. Parmi ces poètes russes, Jean-Baptiste Parra a traduit Boris Rigi pour notre anthologie. C'est le poète de l'Oural qui est né à Tcheliabinsk et ses poèmes sont publiés dans la deuxième partie de cet ouvrage sous le titre plus général Poète de la Russie post-soviétique. Jean-Baptiste, nous vous remercions très vivement pour votre apport dans notre travail collectif, pour cette véritable découverte que grâce à vous, sans doute, plusieurs lecteurs auront en lisant vos traductions. Pourrions-nous, pour commencer, retracer quelques traces de sa biographie, quelques traits marquants de sa personnalité? Oui, alors Boris Rigi est né, vous l'avez dit, à Tcheliabinsk, dans l'Oural. Il est né en 1974. Son père était un géophysicien de grande valeur, un homme de grande réputation dans son domaine. Et en 1980, la famille de Boris Rigi, il avait 2 sœurs aînées. La famille a déménagé à Sverdlovsk, aujourd'hui c'est de nouveau Yekaterinbourg. Ils ont déménagé, se sont installés dans un quartier qu'on peut dire un quartier assez populaire qui s'appelle Vtorchermet, qui est plutôt au sud de cette ville. Et il est allé à l'école dans la rue où il habitait, c'était l'école numéro 106 rue Titov. Et puis, il a eu, je pense, une enfance assez heureuse. Il était aimé dans son milieu familial. Son père, ses sœurs, très tôt lui lisaient des contes, très tôt aussi lui ont lu de la poésie russe, ce qui fait qu'il a baigné tout enfant dans un milieu, on peut dire, cultivé, et surtout dans la poésie. C'était aussi un sportif, il a fait du judo, il a fait de la boxe. Je crois que c'est à l'âge de 14 ans qu'il commence à écrire ses tout premiers poèmes.
Et à 14 ans, il décroche aussi un titre de champion de boxe junior. Donc cette enfance heureuse, enfin, dont des souvenirs, dont la présence va s'inscrire par la suite dans son œuvre, est suivie d'une adolescence qu'on pourrait dire plus tourmentée, plus bouleversée, pas seulement pour des raisons d'âge et pour des raisons personnelles, mais je dirais il se situe sur une faille sismique d'un point de vue historique. Et pour essayer d'un peu comprendre les choses, il faut se tourner vers l'année 1991. À ce moment-là, au début 91, d'abord, il est amoureux d'une camarade de classe qui s'appelle Irina Kniazeva. Au début de l'année, sa famille déménage de ce quartier où ils ont vécu, Storchermet, pour aller habiter au centre-ville. Mais c'est déjà un petit traumatisme pour Boris Rigi parce qu'il le veut, il est extrêmement attaché à ses camarades. C'est des amitiés très fortes qui, moi, me font un peu penser à l'amitié qu'il pouvait y avoir entre Pouchkine et ses camarades au lycée de Tsarkoye-Sielo. Et il y a quelque chose là-dedans qui est à la fois de l'ordre de la réalité et qui prend presque la dimension aussi d'un mythe. En tout cas, il reste très attaché à ce quartier. Et puis, ces adolescents sont un peu, comment dire, comme on dit parfois en France, un peu des sauvageons. Il vit dans ce milieu-là, mais l'année 91, si on se porte à la fin de l'année 91, le 27 décembre, Boris Rigi se marie avec Irina Kniazeva, et la veille, c'est la dissolution de l'Union soviétique. Quand je dis que c'est un peu une ligne sismique dans sa vie, c'est que c'est aussi 91 l'année où, avec ses camarades de classe, il a passé ce qui en France serait le baccalauréat. Et donc, c'est toujours un tournant dans la vie d'un jeune homme ou d'une jeune fille. Mais ce qui s'est passé, c'est que lui a continué à faire des études. Il est allé d'abord étudier, il a suivi un peu les traces de son père de ce point de vue-là. Il est allé étudier à l'Institut des mines de Sverdlovsk, puis il a passé sa thèse de doctorat à la section ouralienne de l'Académie russe des sciences. Mais un certain nombre de ses amis très proches, l'histoire étant en plein chambardement, n'ont pas suivi cette voie. Ils n'ont pas continué d'études, mais ils sont devenus les auxiliaires, je dirais, d'associations qu'on pourrait dire criminelles, mafieuses, qui à ce moment-là, ont commencé à fleurir, et tout particulièrement à Yekaterinbourg. Ce qui fait que il y a, je fais une parenthèse, il se trouve que votre anthologie commence à 2000, l'an 2000. L'année 2000 est aussi significative pour Boris Rigi. C'est l'année où paraît son premier livre. C'est également l'année où il est invité au Festival international de poésie de Rotterdam. Et donc, j'ai le sentiment qu'à Rotterdam, où il y a des poètes un peu de tous les pays, il est très apprécié, sa présence, sa rencontre frappe un certain nombre de personnes là-bas, en particulier des Néerlandais. Il y a son traducteur qui s'appelle Kees Verheul, qui le traduit en néerlandais. Et puis, quelques années plus tard, il y a une cinéaste russo-néerlandaise qui s'appelle Aliona van der Horst, qui va lui consacrer un film absolument splendide. Mais là, on est après la mort de Boris Rigi, dont je reparlerai. Mais je renoue mon fil, et donc je reviens à l'année 91 et aux années suivantes. Dans ce film d'Aliona van der Horst, qui s'appelle tout simplement Boris Rigi,
qui dure 1 heure et qu'on peut se procurer en DVD. C'est à la fois en russe et sous-titré en anglais ou en néerlandais. La plus jeune sœur de Boris, Olga, intervient à plusieurs moments et elle dit des années qui ont suivi 91, ce fut un grand massacre, ce fut la génération des gardes du corps et des gangsters. Et c'est un peu ce qu'il est advenu d'un certain nombre de camarades de lycée de Boris Rigi, qu'il a vu mourir de mort violente au fil des années. Et dans un certain nombre de ses poèmes, il évoque ses amis morts de mort violente. Il leur dresse même un tombeau, à la fois avec une tendresse bouleversée et avec une certaine ironie. Il les qualifie de premiers soldats de la perestroïka, comme les soldats inconnus morts, les premiers soldats morts au moment de la perestroïka. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement la disparition d'amis, dont les deuils successifs ont quand même, à mon avis, beaucoup le marqué, l'ébranlé, mais c'est aussi la fin d'un monde. Et ce qui s'opère en lui à ce moment-là, c'est qu'en tant que poète, il va ressentir le besoin, la pulsion, en fait, de faire du poème une sorte d'arche dans laquelle va prendre place à la fois ce qu'il vit au présent, mais aussi il va essayer de sauvegarder le passé. Il y a un vers chez lui qui est très significatif. Dans un poème, il dit « Quelle est la direction pour fuir le changement ?» C'est-à-dire qu'en fait, il refuse absolument le futur que laisse entrevoir le présent qu'il est en train de vivre. Et donc, il va y avoir à la fois, il est un peu, si vous voulez, pour prendre une image, je dirais que Boris Rigi, dans les années 90, c'est un peu Andromaque après la chute de Troie. C'est-à-dire Andromaque, si je fais une parenthèse à propos de l'Énéide, qui est un poème extrêmement intéressant de ce point de vue-là, dans l'Énéide, il y a 3 grandes figures d'exilés. Il y a Didon, qui est une exilée qui vient de Phénicie et qui est indemne de toute nostalgie, ce qui fait qu'elle peut construire Carthage. Et quand Énée arrive à Carthage, il voit une ville nouvellement construite. Bon. Il y a la figure opposée d'Andromaque, qui, elle, s'est réfugiée en Épire, à Butrote. Si on voulait voir sur une carte géographique, pour situer géographiquement un lieu du mythe, ça c'est aujourd'hui en Albanie, où elle a reconstruit une Troie en miniature, c'est-à-dire un simulacre. Elle est dans le deuil, elle se rend tous les jours au pied des autels, rendre le culte aux morts, et comme le dit Baudelaire dans son poème Le Cygne, il y a même un fleuve qui est un simulacre de celui de Troie, le Simoïs, et Baudelaire a l'expression le Simoïs menteur. Voilà, donc elle a construit une espèce de substitut et elle ne sort pas du cercle de souvenirs. Et puis il y a la figure intermédiaire qui est celle d'Énée, qui au départ est en proie à la nostalgie. Dans la nostalgie, il y a des énergies extrêmement puissantes qui tirent justement vers le passé. Et tout le destin de Virgile, ça va être d'essayer de réorienter ces énergies de la nostalgie, de les tourner vers un futur. C'est ce que Boris Rigi n'a pas pu faire, n'a pas été en mesure de faire existentiellement. Et s'ajouter aussi, c'est très complexe parce que j'en suis toujours à m'interroger sur quelle est la puissance déterminante de son choix d'être poète, de la poésie, dans cet ancrage vers le passé. C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement que dans sa complexion existentielle,
ben voilà, il avait cette douleur d'un monde qui s'effondre, de quelque chose, d'une délégitimation du passé. C'est ça, c'est que sa poésie est une espèce de digue qu'il sait de toute façon vaine, mais qu'il érige quand même contre la délégitimation du passé. Parce que lui, ce passé, c'est son enfance. Et cette enfance a été heureuse. Et même si c'était aussi un monde terrible, ce qu'il n'ignore pas, il y avait, c'était quand même le temps d'un certain bonheur. Et il ne se résout pas à cette perte. Et d'un autre côté, sa poésie, d'une certaine manière, s'empare de ce thème, mais pour être, sa poésie a du mal à se défaire de ce thème-là. Il lui colle, il colle complètement à la peau de son poème. Et ce qui fait que, alors ça c'est une interprétation personnelle et il faut disons, y mettre vraiment un point d'interrogation. Je me suis demandé si, parce qu'il s'est suicidé à 26 ans, au mois de mai, un matin de mai 2001, il se rend dans l'appartement de ses parents et à l'aube, il accroche la ceinture de son kimono à une poignée de porte et ce n'est pas qu'il se pend, il s'étouffe, il s'étrangle, il s'étouffe. Alors, ça m'a fait penser, cette mort par étouffement, donc par manque d'air, à ce qu'a dit Alexandre Blok à propos de la mort de Pouchkine lors du duel. Blok disait « Ce n'est pas la balle de Dantès qui a tué Pouchkine, c'est le manque d'air. » C'est-à-dire que c'est dire par là qu'il vivait dans un temps où il manquait d'air. Et Pouchkine comptait énormément pour Boris Righi, comme pour beaucoup de poètes russes d'ailleurs, mais enfin il comptait beaucoup pour lui, également Blok ou Essienin. Mais voilà, il a mis fin à ses jours ce matin-là, alors qu'il aimait cette femme Irina, avec qui il a eu un enfant, qui est né 2 ans après leur mariage, donc en 1993. Le petit, maintenant il doit être grand, mais il s'appelait Artyom. Mais ça n'a pas retenu ce geste fatal. Alors, ma question, disons mon interrogation, mon hypothèse prudente, c'est, je compare ça, je me demande si on ne peut pas comparer cela à ce qu'on appelle le complexe du survivant. C'est-à-dire, il a vraiment vu tomber ses camarades les uns après les autres, et ceux qui sont revenus d'épreuves épouvantables comme les camps de la mort, ont eu pour certains nombres d'entre eux, ont eu ce complexe de survivant, et un certain nombre d'entre eux, c'est le cas par exemple de Primo Levi, ne s'en sont jamais défaits, et Primo Levi un jour s'est jeté dans l'escalier à son domicile, il s'est tué. Bon. Donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là. Après, c'est complexe, et je pense qu'il faut vraiment prendre tout ça avec beaucoup de nuances et avec beaucoup de prudence, parce qu'on ne sait jamais la raison, et s'il y en a une et une seule, du fait de supprimer sa vie comme ça. Boris Righi a écrit quelque part que l'invasion de la poésie dans le destin rend ce destin tragique. Et son traducteur néerlandais, Kees Verhael, lui dit le mythe tragique a provoqué la mort tragique. C'est-à-dire que sa poésie, quoi qu'il veuille, et peut-être même inconsciemment dans ses énergies profondes, avait cette dimension aussi de créer un mythe, d'ériger une figure du poète qu'il associe d'ailleurs à celle du voyou. Souvent, on trouve dans son œuvre côte à côte les mots poète et le mot voyou. Et puis, c'est souvent ces mauvais garçons, enfin, disons,
qu'il fréquente. Il y a toute une mythologie, peut-être là aussi. Ça, c'est à la fois une réalité, et puis il y a une part qui décolle un peu du réel pour prendre une autre dimension, qui est peut-être justement la dimension du mythe, mais qui veut dire aussi peut-être la dimension d'une intemporalité ou d'une transhistoricité. Il dit dans un poème, j'ai plus les vers exacts en tête, ce pays qui est peuplé depuis 1000 ans de poètes et de brigands. Enfin, c'est à peu près ce qu'il dit. Mais le sens est là. Les mots ne sont peut-être pas exactement ceux-là, mais le sens est là. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi l'image qu'il a de son pays. Et d'une certaine manière, je pense que tout en ayant un ton assez personnel et assez nouveau, on peut dire, et assez poignant, parce qu'il est extrêmement attachant, ce garçon, à la fois si tendre, si aimant, si fragile, et puis en même temps si rugueux dans la vie à laquelle il s'expose. Les dernières années de sa vie, d'après ce que j'ai pu en lire, il était quand même un peu submergé par la boisson. Il était souvent, il cédait souvent à cette autodestruction quand même. Mais en même temps, il gardait cette forme de, je dirais, il avait une sorte de lucidité, mais sa lucidité pour le monde, du regard sur le monde, était, je dirais, pas une lucidité de la raison. C'était la lucidité de l'affect. C'était la lucidité du sentiment. C'était la lucidité de l'émotion. Et alors, c'est toujours une lucidité qui, au regard de la raison, semblera toujours un peu distordue, un peu brouillée, évidemment. La raison, si elle examine tout cela très froidement, n'entre pas là-dedans. Et lui, je pense que la dimension de l'affect était extrêmement forte chez lui. Je vais peut-être m'arrêter là pour un moment, pour vous laisser parler. Mais Jean-Baptiste, c'est tellement passionnant ce que vous dites qu'on n'ose pas de vous interrompre. Je vous propose peut-être pour nous rapprocher à ce mystère, après tout, peut-on parler du mystère de sa mort, écouter sa voix. Parce qu'on dit souvent que tout est dans la voix du poète, dans ses intonations. Essayons peut-être. Et il s'agira du poème que nous publions dans cette anthologie, dans votre traduction. Поэм «Не покидай меня, когда горит полночная звезда». On n'entend pas. Merci. Donc, je peux lire ce poème de Boris Rigy en français. Ne m'abandonne pas quand s'allume l'étoile de minuit, quand dans la rue et la maison tout est serein comme jamais. Quand on n'y peut rien, quand c'est comme ça sans raison et que ça fait mal, alors éloigne-toi, laisse-moi pour de bon. Que les cieux soient désertés, que les forêts deviennent noires et que mes yeux se ferment avant que le rêve ne tourne à l'effroi. Que l'ange de la mort, comme au cinéma, verse dans le vin la ciguë. Alors ma vie sera rebattue et la croix jetée sur le drap. Toi qui restes à l'écart, souriante sous la blancheur du cerisier à grappes derrière la fenêtre, sans me toucher, tu me tends la main.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je trouve que c'est une grande réussite. Nous vous remercions beaucoup. Et c'est vrai aussi que quand nous lisons ce texte en russe, nous avons une association très nette avec le sonnet de Shakespeare, le sonnet 90, dans la traduction de Marchak que tous les Russes connaissent par cœur. Ah, ce n'est Je pas vais mon cas, donner, malheureusement. voilà, donc je vais donner juste que les premières lignes. Уж если ты разлюбишь, так теперь. Теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих потерь, но только не последней каплей горя. Et je pense particulièrement au vers de Boris. Оставь меня, когда мне больно, уйди, оставь меня совсем. Et les vers qui concluent. А ты останься в стороне, белей черемухой в окне, и, не дотягиваясь, смейся, протягивая руку мне. Oui, écoutez, c'est très touchant. Mais alors moi, évidemment, je n'ai pas une connaissance aussi immense de la poésie russe, même si je lis énormément de poètes russes. Mais en tout cas, voilà, ce que je connais absolument pas, sauf un tout petit peu pour Whitman, ce sont les traductions en russe de grands poètes d'autres langues, n'est-ce pas? Mais ça me fait penser que Boris Frigy, lui, il lisait beaucoup de poésie, même s'il ne parlait pas beaucoup de ces choses-là. Mais quand il a commencé à publier dans des revues et puis à être invité à Moscou, peut-être aussi à Saint-Pétersbourg, dans des réunions comme ça pour faire des lectures publiques avec d'autres poètes, j'ai lu quelques témoignages disons, de poètes qu'il a rencontrés à ce moment-là, qui avaient été impressionnés par sa connaissance, bien sûr, de la poésie russe, mais en particulier, parce que c'était peut-être moins répandu, par son excellente connaissance de la poésie russe des années 1930-1940. Alors, il ne donne pas de nom particulier de poète dans ses témoignages, mais je pense que bon, ça peut être Zabolotsky, ça peut être des poètes comme ça. Et je pense que tout ça, il l'avait eu dès son enfance, évidemment par son père et puis par sa sœur qui lui lisait des poèmes, et puis après par ses lectures personnelles. Mais, euh, mais oui, enfin, je pense qu'il y aurait peut-être tout un travail un peu spécialisé à faire sur ce qu'on appelle l'intertextualité et les résonances. Mais c'est aussi une façon voilà, de se relier à tout un passé, à toute une tradition. Mais ça, c'est pas propre à Boris Rigy. Je crois que dans les arts, dans la poésie, tout ce qui émerge de nouveau est en même temps entrelacé avec une profonde mémoire qui irrigue à la fois le présent, mais en même temps, ce qui se fait au présent permet de redécouvrir, de relire aussi ce qui vient du temps ancien et de le ramener, de vérifier sa fraîcheur permanente, quoi, d'une certaine façon. Cela nous renvoie à tout ce que vous venez de dire sur l'importance du passé, n'est-ce pas, Oui, pour Boris Vigy. oui, Ça oui. concerne aussi la tradition littéraire. Voilà. Et dans cette, disons, dans cette culture poétique, sentez-vous Boris Vigy vraiment comme le poète russe, assez enfermé dans son univers russe, où il y a également un horizon européen? Peut-on le qualifier également poète européen d'une certaine manière? En tout cas, on trouve chez lui, par exemple, les vers «Я пройду, как по Дублину Джойс, сквозь косые дожди проливные». Oui, bien sûr. Je pense que ça, disons, sa culture et son ouverture d'esprit euh, dépassait bien sûr les frontières géographiques de la Russie. Mais d'une certaine façon, vous savez, il y a un écrivain portugais, un grand écrivain portugais qui s'appelait Miguel Torga, qui disait l'universel, c'est le local moins les murs. Et s'il y a une dimension d'universalité chez Boris Rigy, je pense que consciemment, sciemment, délibérément, elle passe par un enracinement profond, pas seulement dans la Russie,
mais je dirais l'Oural, et puis encore, si on rapproche la focale, Sverdlovsk, et si on rapproche encore la focale, le quartier de Vtorchermet. C'est-à-dire, voilà, c'est un chronotope très précis. Et c'est de là que s'il y a une grandeur dans une poésie, elle se dilate à l'universel, parce que finalement, l'humain a une racine commune un peu sous toutes les latitudes. Donc, et c'est par là que ça nous touche. Je crois qu'on court tout de suite à la faillite si on veut, si on pense pouvoir être d'emblée universel, disons, se situer tout de suite à cette échelle-là. Non, lui, il montre bien qu'on peut atteindre cette dimension en même temps en s'ancrant dans une réalité sensible. Parce que c'est ça, c'est vraiment une réalité sensible, et je dirais d'autant plus bouleversante qu'il nous la donne presque toujours sur le mode du disparu, de ce qui est en train de disparaître, ou de ce qui n'est déjà plus, ou de ce qui sera disparu. Et il y a toujours comme s'il voulait renouer finalement avec finalement une utopie qui est dans le passé, quoi. Et, parce que l'enfance devient une figure presque de l'utopie. Il y a des poèmes où il est gamin, où c'est un gamin, où il se décrit, on le voit au cinéma, on le voit, ses parents le promènent dans un parc, et ainsi de suite. Et il revoit tout ça, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il souvent, il y a l'image où il revoit ces scènes-là comme s'il les voyait dans un film, et pas n'importe quel film, un film en noir et blanc. C'est-à-dire que c'est comme s'il reculait encore le passé, plus loin dans le passé. Et c'est ce qui contribue aussi, d'une certaine manière, à jouer sur un double registre temporel, parce qu'on est toujours dans le présent de sa diction, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on lit un poème de Boris Régis, on se transporte, c'est comme si on était instantanément transporté dans le moment précis où il l'écrit. Et en même temps, ça se dédouble, parce qu'on est simultanément dans un temps antérieur. Ce qui fait qu'on a toujours comme une double temporalité, un feuilletage temporel. Et c'est ça qui, à mon avis, fait aussi que ce n'est pas simplement un poète de la nostalgie. C'est un poète qui nous parle universellement, parce que même, je dirais, si on ne vit pas la situation existentielle, historique qu'il a vécue, dans la vie de toute personne, il y a cet entrecroisement des temps, et il peut toujours y avoir ce pincement au cœur, à la pensée d'un souvenir, certes, qui peut être radieux, mais qui est néanmoins le révolu, et qui nous renvoie. Donc, et ça aussi, c'est, à mon avis, c'est l'une des grandes fonctions de la finitude de la poésie, c'est de nous renvoyer à la finitude des choses, à notre propre finitude. Et ce sentiment-là n'est pas un sentiment qui nous attriste, parce que la poésie de Boris Régis, même si elle a une part de tristesse, n'est pas une poésie attristante. C'est qu'au contraire, ça intensifie, ça donne intensité au sentiment d'exister. Et je crois que chez lui, il y a ça. Et puis, il y a aussi avec ce côté parfois un peu joueur qu'il a, je dirais, enfin voilà, mais il y a une sincérité. Moi, ce qui me touche chez Boris Régis, c'est une sincérité. Parce que même s'il y a une dimension où il mythologise un peu les choses, jamais ce n'est du mensonge. C'est une sincérité du cœur. Et ça c'est vraiment... on voit que c'est du vrai or, que ce n'est pas du toc, que ce n'est pas du simili. Cette sincérité-là, elle est authentique. Et ça fait beaucoup pour moi. C'est ce qui fait qu'il me touche énormément.
Et puis, bon, je l'ai lu assez attentivement, assez longuement. Et je dois dire que, évidemment, ce n'est pas ça qui détermine la qualité de sa poésie. Mais on ne peut pas ne pas s'attacher à une voix. Et une voix, elle n'est pas désincarnée, elle n'est pas désincorporée. Il y a aussi la présence d'une personne, alors que bien sûr, je ne l'ai jamais connue, je ne le connaîtrai jamais. Mais on a pas mal de photos de lui. Et il est extrêmement, je trouve qu'il est extrêmement attachant. Il y a même des petits bouts où on le voit, il lit ou il parle. C'est très étonnant parce que il avait une cicatrice il a un beau visage, je trouve, et il avait une cicatrice qui lui zébrait un peu le visage. Alors au début, je me suis dit, est-ce qu'il a eu ça dans une bagarre voilà, parce qu'il est parfois tombé dans des bagarres où il s'est fait salement rosser, notamment dans les années 90, en particulier les années 90. Mais non, non, c'est parce qu'il était tombé en étant gamin, il a toujours gardé cette cicatrice. Mais c'est comme à la fois il était marqué par cette vie et qu'il portait sur le visage une cicatrice de l'enfance, quoi. C'est assez troublant. Tout à fait. Donc, pour revenir à cette question de la sincérité qui, en effet, nous touche tous, il semble que ce qui est encore paradoxal, et on a bien vu que c'est un poète de paradoxes, Boris Régis souvent renonce au statut même du poète. Bien sûr. Il écrit notamment «Я был богом и боксером, а не поэтом. То было правдой и вздором, как раз вот это». Pourriez-vous peut-être traduire ces vers et essayons de comprendre. Et j'étais un dieu et un boxeur, pas un poète. C'était la vérité et ce n'était qu'un non-sens. Alors, j'étais un dieu. C'est pas qu'il se prenait, lui, pour un dieu. C'est que je pense qu'enfant, aimé de ses parents, il était comme un petit dieu à la maison. Et puis boxeur, bah, c'est aussi dans son jeune âge, hein, autour de ses 12, 13, 14 ans qu'il faisait de la boxe. Donc ça renvoie quand même à la période de l'enfance et de la préadolescence. Et puis, il prolonge ça dans l'image qu'il a de lui-même. J'étais un dieu et un boxeur, pas un poète. C'était la vérité. C'est-à-dire qu'il peut douter de son statut de poète, mais en même temps, c'était un non-sens parce que fondamentalement, il est poète, il se dit comme poète. Et il y a un poème où il parle un peu de ça, et dans toute son ambivalence. Et je peux vous traduire une partie de ce poème, j'ai la traduction que j'ai faite d'une partie de ce poème, qui dit beaucoup tout en laissant une question totalement ouverte. C'est comme si sa voix se dédoublait. C'est-à-dire qu'il y a ce que je vais dire, c'est deux petites strophes de 3 vers, puis un dernier vers isolé. Dans les 2 petites strophes, c'était comme si 2 voix en lui se répondaient, l'une qui affirmait quelque chose et l'autre qui répondait à la première voix. Il n'y a pas de tragédie inéluctable. La vie te donne sa bonté et la poésie est un hasard, pas une fatalité. L'autre voix répond. Mais c'est bien là la tragédie, la fureur dorée, la tendresse. Il n'y a pas d'éternité, rien qu'un instant, une heure, inéluctable, tragique espérance. Donc, je pense qu'il a finalement une haute conscience de quelque chose qui me semble assez fondamental, c'est de tenir à la fois le fait, de penser à la fois que la poésie est un hasard, ça lui est arrivé, mais ce hasard, on y répond finalement comme on veut, pas une fatalité, parce que la fatalité, on n'a pas de réponse possible, sinon je dirais de consentant ou de regimber inutilement. Mais c'est précisément parce que ce n'est pas une fatalité que c'est une tragédie. Parce qu'il aurait voulu que ça soit fatal. Et je pense qu'il est complètement
dans ce battement-là, entre ces deux possibilités, ces deux possibilités qui ne doivent pas qui ne doivent pas trouver de solution. Et il n'est poète qu'en laissant ouverte cette alternative finalement. Parce que rien ne certifie jamais qu'un poète est un poète, en tout cas à ses propres yeux. Voilà. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, il peut toujours y avoir ce doute fécond sur le statut même de poète. Et si, peut-on peut-être essayer de trouver quelques mots-clés de cette poésie, quelques mots autour desquels tourne cet univers poétique? Que diriez-vous? C'est difficile à dire parce que je n'ai pas du tout réfléchi à cette question. Il y a plusieurs choses. Il y a souvent la pluie, par exemple. Il y a souvent la pluie. Il y a un poème qui commence plus ou moins comme ça. Te souviens-tu de la pluie, Rutitov? Alors, il y a un autre poème où il se souvient des 1er mai, des fêtes du 1er mai de son enfance, qui commence comme ça. Enfance d'or, fête du 1er mai. Souviens-toi de cela seulement, tu ne peux l'oublier, parce qu'aujourd'hui on ne va pas à l'école, parce que l'air a des parfums de bonheur et de pluie. Donc, enfin, il y a souvent ça. Puis la pluie est souvent présente et elle peut être associée à des sentiments très divers. Soit elle imprègne, je dirais, l'atmosphère d'une certaine tristesse, mais elle n'est jamais très loin aussi d'une forme de bonheur, en tout cas dans ce poème-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas, c'est un sentiment ou une réalité très forte. C'est l'amitié, c'est le sens de l'amitié. Et ce qui me frappe chez Boris Régis, c'est qu'il y a souvent aussi bien des toponymes, des noms de rues, des noms de lieux très précis, des noms de personnes. C'est toujours très, très concret de ce point de vue-là. Ses amis ont parfois un surnom. Dans un poème où il se souvient être allé sur le toit d'une locomotive, je ne sais où, dans le nord de l'Oural, avec deux copains. Ils sont pas pris le billet, ils sont montés sur le toit du wagon. Ils ont fait tout le voyage sur le toit du wagon avec le vent qui fouettait leur visage. Ils fumaient des mauvaises cigarettes. Ils donnent la marque des cigarettes. C'est des Prima. Donc les Prima, c'est vraiment des cigarettes bas de gamme, quoi. Il n'y a pas moins cher. Il n'y a pas plus horrible, quoi. Acre, c'est très acre comme tabac, les cigarettes Prima, dans leur paquet rouge. Ou alors ils fument des cigarettes, je crois qu'on n'en trouve plus aujourd'hui en Russie, qui étaient les Bielomor Canal, les papyros. Donc voilà, il fume ça avec ses amis. Et là, il leur donne un surnom. Si je traduis en français, c'est Triton et Tortue. Donc c'est toujours très, très précis du point de vue de l'onomastique, du point de vue de la toponymie. Et ce sentiment d'amitié est très présent. Il y a aussi dans son présent de vie, souvent, alors des scènes d'ivrognerie, enfin disons, il nous peint un ivrogne, il nous dépeint un ivrogne, ses amis à lui, qui décide le matin d'aller jusqu'à la mer, mais il est tellement sous qu'il ne peut pas aller plus loin que quelques mètres de chez lui, où il s'affale sur un banc, ivre. Mais si vous voulez, ce qui l'emporte toujours là-dessus, même dans des situations de, disons, un peu de déréliction, un peu d'affaissement humain quand même, c'est toujours cette tendresse inoxydable. Il a une humanité, une tendresse, une amitié absolument inoxydable. Et ça, c'est
Ça, c'est assez remarquable. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, puis il y a le passé, évidemment. Alors, ce n'est pas forcément le mot lui-même qui apparaît, même s'il apparaît souvent. Il y a un poème qui commence pour aller dans le passé, il faut prendre le tram numéro tant. Et il est avec une amie à bord du tram. Et en fait, ce tram qui traverse la ville les emmène en même temps dans le passé. Mais ils descendent du tram et ils voient un attroupement de gens. Et en fait, c'est une cérémonie des obsèques. Et donc, ils se joignent à la famille et aux amis du défunt. Et donc, c'est très poignant, quoi. Parce que c'est à la fois, c'est-à-dire qu'on a dans cette scène cette attirance, cette aimantation irrépressible vers le passé, mais il arrive là et il trouve des gens qui se recueillent auprès d'un défunt et il participe au rituel. Il est avec eux. Il est complètement avec eux et il est un parmi les autres. Mais pour commémorer, pour célébrer voilà, une personne qui n'est plus. Et c'est très poignant parce qu'il y a cette espèce d'empathie, de participation humaine totale, et tout est dit avec peu de mots. C'est ça qui est extraordinaire. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort chez lui, c'est sa puissance de suggestion. C'est-à-dire qu'il ne lui faut pas beaucoup de mots pour qu'il y ait de longues résonances en nous. C'est-à-dire qu'on est très impliqué dans son poème parce que d'une certaine manière, on participe à la construction du poème, dans le sens où il donne ce qu'il faut pour suggérer la scène, la situation, et puis ça résonne en nous et on comble tous les blancs, si vous voulez, tout ce qu'il n'a pas complètement dessiné, ça se dessine automatiquement en nous. Ça, c'est quand même assez fort. Et c'est pour ça que, enfin, je dirais que si on traduit Boris Régis, il faut. Je me suis rendu compte que dans certains poèmes, c'est pas seulement ce qui était écrit qu'il fallait traduire, c'était s'assurer que ce qui était suggéré, la résonance pouvait, disons, agir en français. Et ça, je ne sais pas à quoi ça tient, si vous voulez. Enfin, je veux dire, je n'ai pas les instruments théoriques pour le dire. Je n'ai pas de formation universitaire du tout, je suis autodidacte. Mais ce que je sens, c'est que ça peut tenir à des rythmes, ça peut tenir à un choix de mots, ça peut tenir à une certaine musicalité et où on installe un climat. Ce qui est très important, voilà, c'est qu'on ne traduit pas seulement des mots, il faut essayer de traduire un climat. Et c'est ça qui est merveilleux, quoi, parce que ça, ça, il nous donne vraiment le désir de nous tenir auprès de lui. Et c'est ça. Et finalement, traduire un poète, c'est une façon de se tenir près de lui. Et moi, si la traduction de différents poètes, enfin, j'ai surtout traduit des Italiens, le russe, c'est toute une histoire, mais si vous voulez, même quand le poète est mort, quand on passe beaucoup de temps avec lui, au fil des mois, des semaines, à le traduire, on a l'impression qu'il est aussi vivant qu'un vivant. Et ça donne un sens, ça peut donner un sens tout à fait, je dirais, profane, laïque, à ce qu'on appelle, disons, dans le christianisme, la communion des vivants et des morts. La poésie, c'est vraiment ça. C'est aussi et en permanence une communion des vivants et des morts. Voilà. Jean-Baptiste, c'est ça qu'on sent en lisant vos traductions. Je crois que vous avez réussi à traduire l'intonation même de cette poésie et nous vous remercions infiniment. C'est moi Je qui vous vous propose de remercie. lire encore, votre traduction où on va finalement, donc, c'est aussi un des poèmes qui est entré dans l'anthologie, qui s'appelle L'élégie, où on va retrouver finalement tous les Oui, mots oui. de Avec à la fin, les derniers vers où il y a la avec aussi, tout à fait, aussi avec un mot qui me paraît tout aussi fondamental pour la poésie de Boris Régis, le mot reconnaissance, благодарность.
C'est Ouais, avec ce mot qu'il commence ce poème. Donc, je vous propose que je le lis en russe d'abord et ensuite on va d'accord, écouter votre traduction. d'accord. Элегия. Благодарю за каждую дождинку, неотразимой музыки былого. Постукивает на пишущей машинке. Она пройдет. Начнется снова. Она начнется снова, я начну стучать по черным клавишам в надежде, что вот чуть-чуть, и будет все как прежде, что, черт возьми, я прошлое верну. Пусть даже так. Меня не будет в нем. В том прошлом только что без остановки лил дождь. И на трамвайной остановке сама любовь стояла под дождем. В коротком летнем платье, без зонта, скрестив надменно ручки на груди, со скорлупкой от семечки у рта. 12 строчек рыжего Бориса, забывшего на 3 минуты зло, себе и окружающим во благо, Олимпия, машинка, Ким, бумага. Такой-то год, такое-то число. Je vais le lire en français. Je voudrais juste dire qu'à la fin de ce poème, il y a quelques vers qu'il a mis en italique, comme, par, comme une ironie. C'est-à-dire qu'il va nous dire avec quelle machine à écrire il a écrit ce poème, avec quelle marque de papier, etc. Mais dans cette espèce d'ironie, de pirouette ironique, en même temps, il y a quelque chose d'assez bouleversant. On va l'entendre. Élégie. Pour chaque goutte de pluie, je remercie. Pour la musique irrésistible du passé qui pianote sur le clavier, elle passera, elle reviendra, elle recommencera, je frapperai sur des touches noires, les effleurant à peine dans l'espoir que tout soit comme avant et que revienne ce qui fut. Mais même ainsi, je ne serai pas dans ce passé-là. C'est seulement qu'il pleuvait sans cesse et qu'à l'arrêt du tram, Amour elle-même était debout sous l'averse, dans sa courte robe d'été, sans parapluie, les bras croisés sur la poitrine et mordillant d'un air altier des graines de tournesol. Donc, l'épilogue. Une douzaine de lignes de Rigi Boris, il met le nom avant le prénom, comme sur le devoir à l'école, une douzaine de lignes de Rigi Boris, qui pendant 3 minutes a oublié le mal au bénéfice du bien pour lui-même et ses proches, machine à écrire Olympia, papier Cum, telle année, tel jour. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui Et vous il me remercie. semble, de nouveau, cette question de l'intertextualité s'impose. Avez-vous peut-être quelques allusions que vous lisez entre lignes? Est-ce que ça vous fait penser à d'autres textes poétiques? Non, mais vous qui savez beaucoup de choses, vous allez les trouver. Disons que personnellement, ça me fait beaucoup penser à un poème de Brodsky, qui est un poème de jeunesse, qui s'appelle Procession, qu'il qualifie lui-même de mystère. Et c'est vraiment un poème de jeunesse. Il est écrit en 1971, où on retrouve précisément dans le final cette même image du clavier, d'une machine à taper, avec cette même sonorité où la pluie même participe. Donc, plusieurs images qui font penser à ce processus de l'écriture qui continue, qui traverse, qui fait une forme de cercle, comme vous dites, toujours avec ce regard vers le passé. Ah, la musique irrésistible du passé. Ah, ouais. Tout à fait, tout à fait. Bon, je ne connais pas du tout quel est le rapport de Régis à Brodsky, peut-être il n'en a Ah, pas. il En l'a vous vu. écoutant, je Oui, pense que bien même sûr. au fond, ce n'est pas si important. Vous avez très bien dit qu'il y a cette forme de solidarité, en quelque sorte, entre les poètes, où les voix s'interlancent, où une voix répond à l'autre. Oui. Et tout est donné à nous, aux lecteurs, pour les déchiffrer, pour essayer de les comprendre. Oui. Merci beaucoup, Tatiana. Merci beaucoup à vous, Jean-Baptiste, pour votre contribution tout à fait remarquable dans ce volume, pour cet entretien passionnant. Et nous vous souhaitons beaucoup d'inspiration pour vos activités actuelles. Merci. À vous aussi. Au Et revoir. voir, Au revoir. pour nos lecteurs, nous rappelons que cette anthologie est disponible. On peut le commander sur le site Imca Presse Éditeurs Réunis en ligne. Sinon, acheter dans la librairie qui est maintenant déjà ouverte. Je vous rappelle l'adresse de notre librairie russe, 11 rue de la Montagne Sainte-Geneviève.
Et nous vous souhaitons tous une très bonne lecture.